Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Saint Seiya, le manga d'anthologie. Alors, suite à ma dernière vidéo sur Saint Seiya, le pire entraînement dans Saint Seiya, qui est aussi ma première vidéo sur ce manga, vous avez été nombreux à avoir apprécié cette dernière, et dans les commentaires, je vous avais demandé si vous voulez d'autres vidéos sur Saint Seiya, et ça a été un gros oui. Et c'est donc avec plaisir que j'ai l'honneur de vous partager cette vidéo qui va traiter de la genèse de l'univers de Saint Seiya. Alors avant de vous sortir des vidéos sur Saint Seiya sur des sujets divers et variés, je me suis dit qu'il serait bien en préambule de faire une vidéo sur la base, l'origine du monde de Saint Seiya. Pour cela, je vais m'appuyer sur un databook, le Saint Seiya Cosmos Spécial, et plus précisément d'un chapitre de ce databook, un chapitre mythologique, on peut le dire, et mystérieux, un chapitre controversé qui a alimenté le débat depuis des décennies, l'hypermythe, qui traite la mythologie de Saint Seiya. Donc l'hypermythe, c'est un chapitre, voilà, de quelques pages, du Saint Seiya Cosmos Spécial. Vous savez qu'il y a eu 3 artbooks Saint Seiya correspondant aux 3 arcs majeurs du manga, l'arc Sanctuaire, Poséidon et Hadès. Donc 3 artbooks plus un databook. Le Saint Seiya Cosmos Spécial, sorti le 10 août 1988 au Japon, a été édité par la Shueisha. Alors nous, ce qui nous intéresse dans ce databook, c'est le chapitre intitulé Hypermythe, relatant la genèse du monde de Saint Seiya. Bon, je pense que tout le monde connaît la définition du mot genèse, je vais quand même vous le rappeler pour que ce soit très clair pour tout le monde. C'est l'origine, le commencement, la formation, le développement. C'est comme le premier livre de la Bible. Alors comme j'ai pu vous le dire un peu avant, ce chapitre, l'hypermythe, est controversé pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Tout d'abord, ce databook n'est pas canon à 100% car il n'a pas été réalisé par Masami Kurumada, l'auteur original de la série, mais par les équipes de la Shueisha. Et bien souvent, vous lirez sur des forums et vous allez probablement voir dans les commentaires de cette vidéo, certains diront « l'hypermythe, ce n'est pas Kurumada ». Néanmoins, il semble évident que M. Kurumada a été impliqué à un certain niveau dans la réalisation de ce databook, avec des illustrations inédites qui parsèment ce databook, y compris dans le chapitre « l'hypermythe ». De plus, il semble évident que M. Kurumada ait été consulté pour réaliser ce databook, car le Saint Seiya Cosmos Spécial est sorti au début de l'arc Poséidon, et y figurent des informations encore inconnues à l'époque, comme des faits sur l'arc Hadès, l'importance du grand pop, l'explication du poste de surveillance de Doko, ou encore l'existence de l'armure d'Athéna. Ceci prouve que Masami Kurumada a fourni des informations pour la réalisation de ce databook, et qu'il l'a validé avant sa sortie. Voilà pourquoi j'estime que les informations issues du Saint Seiya Cosmos Spécial fiables. Alors il y a un autre élément qui laisse penser que les informations de ce databook ne soient pas crédibles. Il concerne uniquement le fameux chapitre l'hypermythe, vraiment controversé, mystérieux et même obscur, on peut le dire. Hein. C'est le Dark Saint Seiya. Vous savez, il y a le Dark Web, bah là il y a le Dark Saint Seiya. Mais ne vous inquiétez pas, votre serviteur est là pour vous éclairer. Alors, comme je le disais, il y a un deuxième élément qui nous laisse penser que les informations issues du chapitre l'hypermythe sont à prendre avec des pincettes. Le premier, on vient de le voir, c'est que M. Kurumada n'a pas réalisé ce databook. Le deuxième concerne uniquement le chapitre l'hypermythe. En fait, ce qui est étrange dans ce chapitre, c'est de la façon dont il nous est conté, car l'hypermythe est le résultat des recherches de la fondation GRAD. Donc la fondation GRAD, c'est la fondation de Mitsumasa Kido, le père adoptif de Saori. Voilà, bon, c'est dans le manga, vous avez compris, normalement une information issue d'un artbook est officielle et incontestable, car elle émane de son auteur, qui nous donne des informations sur son œuvre. Exemple, dans Dragon Ball avec les Daizenshu, on nous explique que le monde de Dragon Ball est composé du monde des vivants, de l'au-delà, régi par les Kaiô, au-dessus il y a les Kaioshin, etc. Ces informations sont indiscutables, elles sont officielles. Mais dans ce databook qui n'a pas été réalisé par Masami Kurumada, qui est un peu annexe aux 3 artbooks, déjà ça sème le trouble. Mais en plus on a ce fameux chapitre, l'hypermythe, qui est le résultat des recherches de la fondation GRAD de Mitsumasa Kido. Bon, vous avez compris, ils n'existent pas eux, c'est dans le manga, et ils pourraient très bien se tromper. Surtout que traiter un tel sujet, la création, la genèse du monde, de l'univers fictif de Saint Seiya, bien sûr, est certainement très difficile à élucider, même avec les meilleurs scientifiques du monde. Voilà, donc ça a bien sûr été réalisé volontairement ainsi. Ça rajoute du mystère à ce manga traitant des mythologies et religions, mais surtout de la mythologie grecque. L'hypermythe, tout est dit dans le titre. À présent, j'ai l'honneur de vous révéler le contenu de l'hypermythe. Et bien sûr, je vais le commenter. Alors, ce chapitre, l'hypermythe, se nomme en fait Grande Chronique des Guerres Saintes, mais plus communément appelé l'hypermythe. Il se découpe en plusieurs paragraphes. Allez, c'est parti! Alors, à chaque fois que vous verrez une image comme ça, style à l'ancienne, c'est que ça vient directement du chapitre l'hypermythe, le mystère qui règne autour de l'avant Big Bang.
Le Big Bang marque le commencement de l'hypermythe. Mais quel genre de monde pouvait bien exister avant cet événement? À ce que l'on dit, de nos jours, il n'y a personne qui sache à quoi ressemblait le monde précédent, le Big Bang. Ok, alors je vais commenter ceci. Bon, on n'apprend rien de spécial. La théorie du Big Bang, c'est ce qu'on apprend à l'école. Chronos, le dieu du temps. D'après l'hypermythe, la naissance de l'univers due au Big Bang aurait une sorte de lien indéfini avec Chronos. Et c'est logique, car la théorie admise par quasiment tout le corps scientifique est que le Big Bang marque la naissance de l'espace et du temps, de l'espace-temps. Donc il est logique qu'il y ait un lien entre le Big Bang et Chronos, le dieu du temps. La naissance de l'univers. Les volontés divines relâchées lors du Big Bang percutèrent les fragments du cosmos puis devinrent des étoiles qui brillent au firmament, donnant ainsi sa forme à l'univers dans lequel nous vivons. Les volontés divines errant dans l'univers. Les volontés divines relâchées par le Big Bang errèrent dans l'univers sous la forme de flèches de lumière, puis devinrent des étoiles. Cependant, où ont bien pu naître ces volontés? Alors là, c'est un paragraphe énigmatique de l'hypermythe. Donc là, il est question des étoiles qui forment les constellations. Vous savez que chaque chevalier est placé sous le signe d'une constellation, Pégase, Andromède, etc. Donc elles sont appelées volontés divines. Alors juste un petit rappel. Quand vous voyez un texte à l'écran, c'est une traduction issue directement de l'hypermythe. Et quand je parle et qu'il n'y a pas de texte, c'est moi qui vous donne mon interprétation de ce databook. La naissance de la vie. Les volontés divines sont devenues des étoiles et sur l'une d'entre elles, la Terre, naquit d'abord Gaïa, la Terre-mère, suivie d'Uranos, le ciel, et de Pontos, l'océan primordial, puis vers enfin les êtres vivants. Les êtres vivants nés sur cette planète évoluèrent ensuite pour finir par atteindre une apparence proche de celle des dieux. Et c'est ainsi qu'apparurent les humains. Donc là on est à fond dans la mythologie grecque. Zeus, Hadès et Poséidon. Alors que la population humaine se faisait de plus en plus nombreuse sur Terre, des gens capables d'éveiller la volonté des dieux en eux firent leur apparition. Si l'on considère que l'éveil au cosmos est le 7e sens, alors la volonté des dieux peut être perçue comme un hypersens qui se trouve bien au-delà du 7e. Ainsi donc, les premières personnes qui découvrirent la volonté des dieux étaient au nombre de 3. Ces hommes qui se nommaient Zeus, Poséidon et Hadès furent alors vénérés en tant que dieux, et leur influence s'étendit à travers le monde. Finalement, Zeus en vint à régner sur les cieux et la terre, tandis que Poséidon dominait les océans et que Hadès gouvernait les enfers. Alors là, c'est un chapitre très important de l'hypermythe, car on nous décrit l'essence même des dieux dans Saint Seiya, et il est bien écrit noir sur blanc que Zeus, Poséidon et Hadès sont des hommes qui ont pu s'éveiller à un état de conscience qui va bien au-delà du 7e sens, une sorte d'hypersens. Et c'est ce qui font d'eux des dieux. Les mythologies mondiales et l'hypermythe. Les dieux apparaissent dans diverses religions à travers le monde, seraient tous des hommes abritant en eux la volonté des dieux. Petit paragraphe très intéressant qui ne fait que confirmer ce qu'on a découvert à travers la série. Toutes les mythologies et religions sont liées dans l'univers fictif de Saint Seiya. Alors Saint Seiya traite principalement de la mythologie grecque, mais il y a aussi la mythologie scandinave avec Asgard, la mythologie égyptienne. Saint Seiya fait également de nombreuses références au bouddhisme avec le chevalier de la Vierge Shaka qui est la réincarnation de Bouddha. Et à l'écran, vous voyez une illustration de l'hypermythe. On y voit le Christ. Il y a aussi beaucoup de références à la Bible, comme dans le film 3, où Seiya fait face à Lucifer et Belzébuth. La naissance d'Athéna. Alors moi, mes sources sont le site web, le Senseiyapedia. Vous pourrez trouver le lien en description. Et sur le Senseiyapedia, nous avons donc à notre disposition une traduction de l'hypermythe. Mais pas toujours, comme avec ce paragraphe traitant de la naissance d'Athéna, où nous avons une interprétation des différents paragraphes de l'hypermythe. Une interprétation des personnes qui ont rédigé l'article sur Senseiyapedia, mais moi dans cette vidéo je vous donne mon interprétation de la traduction de l'hypermythe. Et là nous sommes dans un chapitre ambigu, car l'hypermythe semble en contradiction avec la mythologie grecque au sujet de la naissance d'Athéna. Car d'après la mythologie grecque, Athéna serait issue du crâne de Zeus, mais l'hypermythe n'établit pas ce lien de manière certaine. Une explication dit que la résolution du mystère entourant cette naissance permettrait de révéler la véritable mission d'Athéna. Donc vous voyez beaucoup de mystères autour de la nature d'Athéna. Ensuite, Athéna est décrite vêtue d'une armure et d'un casque, d'un bouclier et d'une lance. Bon là c'est comme dans la mythologie grecque, mais le fait qu'il soit inscrit dans l'hypermythe, sorti en août 1988, en pleine saga à Poséidon, nous spoil l'existence d'une armure d'Athéna
et prouve que M. Kuromada a été impliqué dans la rédaction de ce databook. La disparition de Zeus. Il est dit qu'un jour Zeus confia la Terre à Athéna, puis il disparut au loin dans le ciel. Alors Zeus, c'est un véritable mystère dans Saint Seiya. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car je compte y consacrer une vidéo à ce cher Zeus, l'illustre père d'Athéna, car c'est un personnage très important dans Saint Seiya. Il a souvent été mentionné dans la série originale, mais aussi dans toutes les séries Saint Seiya. Donc patientez un peu et je vais essayer de vous présenter tous les éléments à notre disposition dans une vidéo pour essayer de faire toute la lumière sur Zeus. Le début des préparatifs de Poséidon en vue de l'invasion de la surface terrestre. En apprenant la disparition de Zeus, Poséidon commença des préparatifs visant à spolier Athéna du trône de Dieu régnant sur la terre. Pour cela, il réunit de puissants guerriers venus des 7 mers qui furent plus tard appelés Marina. Alors je garde mon commentaire pour le paragraphe suivant qui se situe dans la continuité où l'on va apprendre une information assez surprenante. L'invasion de la surface par Poséidon, la toute première guerre sainte. Poséidon, qui régnait en maître sur les océans mais convoitait également la terre régie par Athéna, débuta l'invasion de la surface terrestre. Les combattants de la terre furent impuissants face à l'écrasante force de combat des Marinas. Pendant ce temps-là, Hadès observait depuis le fond des enfers la ruine qui s'abattait sur la surface. Très bien, l'hypermythe nous apprend que le premier à avoir convoité la terre n'est pas Hadès, mais Poséidon. Et c'est surprenant car on nous a toujours présenté Hadès comme le véritable adversaire d'Athéna, comme c'est confirmé par Doko qui a refusé d'envoyer des chevaliers d'or épauler les chevaliers de bronze face à Poséidon, car le sanctuaire devait se tenir prêt à faire face au seul véritable ennemi d'Athéna, Hadès. D'après Doko, la rébellion de Saga ou le réveil de Poséidon ne représente rien face à Hadès. Après, même si Poséidon a été le premier à vouloir tenter d'envahir la Terre, Hadès reste celui qui l'a désiré le plus, car tous les 250 ans, il tente de renverser Athéna et ses chevaliers pour s'emparer de la Terre. Des guerriers invincibles, les Marinas. Nulle arme terrestre n'était à la hauteur des écailles, les armures faites d'orichalque qui recouvraient le corps des Marinas. Et comme il n'existait pas non plus de protection en mesure de résister aux attaques des Marinas, les combattants de la Terre furent vaincus. Donc là c'est toujours lors de la première guerre sainte, les chevaliers du Zodiaque n'existent pas encore, mais ils vont apparaître en réponse à l'invasion de Poséidon, et pour protéger Athéna et la Terre. Mais on va en reparler dans quelques paragraphes. Donc sans chevaliers pour protéger la Terre, les humains furent vaincus, et c'était le chaos sur Terre. À propos des guerres saintes, suite à l'invasion de la surface par Poséidon, les conflits qui eurent lieu contre des puissances éveillées à la volonté des dieux furent nommés guerres saintes. Alors c'est la définition même du terme guerre sainte, qui est une guerre qui oppose deux dieux. Ici en l'occurrence un dieu et une déesse, Poséidon versus Athéna. À chaque fois que le mal semble menacer le monde, Athéna se réincarne préventivement et tous les chevaliers à travers le globe obéissant aux ordres du grand peuple doivent se réunir au sanctuaire. Les guerres saintes semblent se produire tous les 250 ans environ. Donc ça c'est ce qu'on nous apprend en premier lors du premier épisode de Saint Seiya ainsi que du premier chapitre. Chacun a hérité des connaissances relatives aux précédentes guerres saintes. Et on n'en attendait pas moins de celui qui est considéré comme l'être le plus proche de Dieu, le temple forteresse d'Atlantis. L'immense forteresse construite par Poséidon en haute mer était d'une taille telle qu'elle fut désignée comme un continent forteresse. La puissance défensive de ces murailles impénétrables était telle que l'on disait pouvoir résister à des dizaines de milliers de soldats. L'existence de cette forteresse fut transmise au cours des siècles suivants en tant que continent de l'Atlantide. Bon, vous connaissez tous le mythe de l'Atlantide, décrit par Platon, le continent perdu. Eh bien, vous allez voir ce qu'il est advenu dans quelques paragraphes. La naissance des chevaliers. On ne vit bientôt plus sur les champs de bataille que de jeunes garçons qui n'étaient pas en âge de combattre. Tous les guerriers réputés de la terre ayant péri face aux violents assauts de Poséidon. Comme Athéna détestait les armes, ces jeunes garçons devaient se battre en utilisant leur propre corps en guise d'armes. Athéna, peinée à l'idée que ceux-ci soient blessés, leur fournit des protections appelées armures. Les jeunes garçons les portant ont alors été appelés chevaliers. À propos des armures, les armures portées par les chevaliers furent fabriquées par les alchimistes du continent de Mu qui suivirent les indications d'Athéna. Grâce aux éléments pour les construire, un alliage d'orichalque, de germanium et de poussière d'étoile, ces armures étaient capables d'auto-réparer une partie des dommages qu'elles avaient reçus. De plus, chaque armure possède une close box qui lui est propre. Vous savez, les boîtes où sont rangées les armures et que Seiya se trimballait dans le dos au début de la série. Celle-ci agit comme un système de support vital et l'on dit que cela permet d'accélérer le processus d'auto-réparation des armures. Les constellations en tant que plan de conception des armures. Les 88 constellations de la voûte céleste seraient apparues grâce à la volonté d'Athéna, et celle-ci aurait donc aussi servi de plan à la conception des armures. Cela crée une relation en raison de laquelle il n'est possible de porter une armure que si l'on est protégé par la constellation correspondante. La défaite de Poséidon. La naissance des chevaliers permit d'inverser le rapport de force désavantageux dans lequel se trouvait Athéna,
et celle-ci tenta de persuader Poséidon de renoncer à ses ambitions et de retourner dans les océans. Cependant, Poséidon resta sourd à la requête d'Athéna et s'enferma en compagnie de ses marinas dans sa forteresse d'Atlantis, provoquant des tsunamis et tremblements de terre, qui firent périr de nombreuses vies. Ce faisant, il provoqua la colère d'Athéna qui envoya 8 chevaliers à Atlantis. Au prix d'une terrible bataille, ces 8 chevaliers parvinrent finalement à détruire Atlantis qui sombra alors vers le fond de l'océan. Voilà donc Athéna qui a mis en échec Poséidon et ses troupes avec 8 chevaliers. Bon, on sait pas c'est lesquels, mais en tout cas, ils n'ont pas fait les choses à moitié, car ils ont détruit l'Atlantide et renvoyé Poséidon dans les abysses. Pour info, l'Atlantide serait une cité qui aurait existé il y a 12 000 ans environ, et d'après Platon, c'est Zeus qui l'aurait détruite. Dans Senseiya, ce sont 8 chevaliers qui l'ont détruit. Les Blue Warriors sont-ils des chevaliers à l'origine? Après avoir vaincu Poséidon, Athéna scella son âme dans les terres de l'extrême nord, où ils établirent et fondèrent une nation. On pense que les Blue Warriors sont leurs descendants. Alors les Blue Warriors, on a eu l'occasion de les découvrir dans le dernier chapitre du tome 13, juste après l'arc Sanctuaire, avec leur leader Alexer qui a tenté de recruter Yoga pour tenter de renverser le sanctuaire. Mais bon, vu leur faible niveau, voilà, ils ont été calmés par Yoga. La fondation du sanctuaire. Un temple consacré à Athéna fut bâti aux alentours de la ville d'Athènes, environ 7 générations après la première guerre sainte. 12 maisons furent finalement construites autour de ce temple, et l'ensemble vint à être appelé sanctuaire. La bataille contre les Gigas. Alors qu'Athéna et ses chevaliers avaient conclu de nombreuses guerres saintes, le sanctuaire fut à un moment menacé par un clan de géants, nommé Gigas. Les faits concernant ce clan de géants restent obscurs et entourés de mystères. Cependant, on dit que leur puissance de combat surpassait celle des chevaliers. Il est supposé que ce soit Hadès qui ait ramené ces êtres du monde existant avant le Big Bang, mais l'on dit aussi que ce serait peut-être le fait de Zeus. La bataille contre les géants n'est pas considérée comme une guerre sainte et fut plus tard renommée Gigantomachie, ce qui signifie guerre des géants. Le continent de Mu submergé. Alors là, nous arrivons à un paragraphe intéressant, car il traite du continent de Mu. Donc c'est un peu comme l'Atlantide. Le continent de Mu est théorique. C'est un continent disparu qui aurait été situé en mer de Chine. Voyons ce que l'hypermythe a à nous dire sur le continent de Mu. C'est peu de temps avant ou après la gigantomachie que le continent de Mu, terre qui avait vu naître les armures, fut entièrement englouti dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Cette catastrophe a entraîné la perte de nombreux alchimistes ainsi que des armures qui étaient en cours de fabrication. La vérité entourant les circonstances de ce désastre reste à ce jour inconnue. Très bien, on apprend que les armures des chevaliers du Zodiaque ont été construites sur le continent perdu de Mu. Et on peut penser que suite à ce désastre, il y a eu tout de même quelques survivants qui ont perpétué l'art de réparer les armures et que Mu du Bélier en soit l'héritier. Il serait un descendant des survivants du cataclysme. La guerre contre Arès. Parmi les innombrables guerres saintes qui eurent lieu, la plus terrible fut celle qui opposa les chevaliers à Arès, le dieu de la guerre. Arès était le plus brutal de tous les dieux. Arès sema les graines du conflit partout à travers le monde, pour emmener les hommes à se mener la guerre les uns les autres. L'armée d'Arès est divisée en 4 régiments qui sont les flammes, le feu, la terreur et la calamité. Ces combattants nommés berserkers repoussèrent les limites de la destruction et des massacres. Alors là on va de surprise en surprise, car on a vu précédemment que c'est Hadès le véritable rival d'Athéna, et on a vu que Poséidon fut le premier à entrer en conflit avec Athéna, et là on apprend que c'est Arès qui a donné le plus de fil à retordre à Athéna. Mais bon, on n'entendait pas moins du dieu de la guerre. On se doute bien que c'est pas un rigolo, que c'est pas Dionysos par exemple, le dieu du vin. Les chevaliers en danger. Les combats entre les 4 régiments de berserkers et les chevaliers ne semblaient pas connaître de fin. Le nombre de chevaliers était de 58. C'était à ce moment-là le plus grand nombre de chevaliers en activité jamais atteint. Et même de nos jours, il n'est jamais arrivé que les 88 chevaliers du Zodiaque soient réunis, ce qui signifierait qu'il pourrait exister des armures n'ayant jamais eu de propriétaire. Les actions des chevaliers de bronze, d'argent et d'or furent des combats à 20, dans lesquels ils se retrouvèrent en infériorité numérique. Et c'est les uns après les autres que les chevaliers d'Athéna périrent sous les violentes attaques des berserkers. On constate donc dans l'hypermythe que Arès avait des guerriers plus puissants que les chevaliers d'Athéna. Dans le prochain paragraphe, on va apprendre comment les troupes d'Athéna ont vaincu ceux d'Arès. Et dans 2 paragraphes, on va reparler des 88 chevaliers d'Athéna. L'armure de la balance utilisée en tant qu'arme. L'armure de la balance est capable de se séparer en 12 armes réparties en 6 catégories. Cependant, les chevaliers doivent utiliser leur propre corps pour l'attaque et ne sont donc pas en principe autorisés à utiliser des armes. Ils ont pourtant le droit de s'en servir si Athéna et le chevalier de la balance s'assurent au préalable que ces armes seront utilisées pour une cause juste. Même en considérant l'histoire des guerres saintes passées,
La guerre contre les berserkers est le seul moment où il est certain que les armes de la balance furent utilisées. Bon là c'est juste ouf, car le niveau de puissance des guerriers d'Arès était tel qu'Athéna a autorisé l'usage des armes de la balance pour le combat. Rendez-vous compte, faut savoir que dans l'ensemble de la série originale du tome 1 au 28, les armes de la balance n'ont jamais été utilisées pour le combat. Les seules fois où elles ont été utilisées, c'est Shiryu pour libérer Yoga du cercueil de glace. D'après Camus, aucun chevalier d'or serait en mesure de détruire ce cercueil de glace. Les armes de la balance ont aussi été utilisées pour abattre les 7 piliers qui soutiennent les 7 mers. Donc vous voyez leur puissance. Bon, par contre, elles ont été détruites contre le mur des lamentations, car seuls les rayons du soleil peuvent détruire ce mur. Mais c'est déjà pas mal. Et on apprend que la seule fois où ces armes ont été utilisées pour le combat, c'est face aux berserkers d'Arès. Donc, respect. Les chevaliers mystérieux. Athéna dispose de 88 chevaliers, 12 d'or, 24 d'argent et 48 de bronze. Cependant, le total de ceux-ci ne permet d'arriver qu'à un nombre de 84. Donc là, c'est un grand mystère bien connu de Senseiya. Les chevaliers d'Athéna sont au nombre de 88, et donc nous avons 4 chevaliers de nature inconnue. La défaite d'Arès. Athéna autorisa finalement le chevalier de la balance à faire usage des armes de son armure. Les chevaliers armés de ces armes mirent en déroute les berserkers en un rien de temps, et Arès prit la fuite pour se réfugier en enfer en voyant son armée annihilée. La découverte de l'île de la Reine Morte. Un jour, un chevalier découvrit sur une île située sur l'équateur un grand nombre de close box, d'un type qui n'avait encore jamais été vu. L'île sur laquelle se trouvaient ces close box était un morceau du continent de Mu, qui fut plus tard connu sous le nom de l'île de la Reine Morte. Bon là ça parle de l'île où Ikki s'est entraîné et où il a acquis l'armure du phénix. À propos des armures noires, certaines des close box découvertes sur l'île de la Reine Morte contenaient des armures noires. Cependant, nul chevalier d'Athéna n'accepta de revêtir ces armures. Il est dit que finalement des gens ayant échoué à leur entraînement de chevalier, qui avaient acquis une force physique superficielle ou qui n'avaient pas été choisis pour recevoir une armure, se réunirent sur l'île de la Reine Morte et revêtirent ces armures. Bon, vous avez bien compris que là on parle des chevaliers noirs. L'isolement de l'île de la Reine Morte. Athéna, qui se lamentait que les chevaliers noirs se servent des techniques des chevaliers pour assouvir leur ambition, fit sceller l'île de la Reine Morte. On n'entendit plus parler des chevaliers noirs jusqu'à ce que Ikki ne les libère. Alors le sceau qui maintenait les chevaliers noirs sur l'île de la Reine Morte, c'est le maître de Ikki. Pourquoi Gulti porte un masque? Alors Gulti, c'est le maître de Ikki. L'île de la Reine Morte est scellée par un chevalier très puissant à qui l'on a fait porter un masque. Celui qui porte ce masque doit continuellement affronter les chevaliers noirs qui veulent se libérer de cet emprisonnement. Le premier homme qui revêtit l'armure du phénix. Le porteur de l'armure du phénix, la plus puissante parmi les armures de bronze, doit posséder un cosmos suffisant pour lui permettre d'extraire la puissance de l'armure. C'est pour cette raison que jusqu'à nos jours, on disait que personne ne parviendrait jamais à revêtir cette armure. Finalement, un homme en étant capable est apparu. Cet homme est Ikki. Et oui, Ikki est le premier chevalier phénix qui n'ait jamais existé. On savait que Ikki c'était un thug, il a quand même giflé Éaque, l'un des 3 juges des enfers, et il a giflé Hadès aussi. Et là on apprend que depuis toutes les guerres saintes, avec Hadès, Poséidon, Arès, la guerre contre les géants, il n'y a jamais eu de chevalier phénix. Et que Ikki est le premier, ce qui renforce le côté badass du personnage. Il avait même menacé Hypnos, le dieu du sommeil, un vrai thug. La précédente guerre sainte. La plus récente des guerres saintes eut lieu il y a 243 ans. L'histoire rapporte que le nombre de chevaliers à cette époque aurait été de 79. Ce qui était le plus grand nombre jamais atteint. Peu survécurent à la conclusion de cette guerre. Le chevalier de la balance, Doko, est l'un de ses survivants. On dit également que cette guerre sainte qui coûta la vie à de nombreux chevaliers n'est qu'un prémisse à la prochaine guerre sainte qui se produira. Donc, durant la précédente guerre sainte, il n'y a eu que 2 survivants. Doko de la balance, le maître de Shiryu, et Shion du bélier, maître de Mu et ancien grand pop assassiné par Saga. L'hypermythe ne mentionne pas Shion, étant donné que ce databook est sorti durant l'arc Poséidon. Et voilà, fallait pas trop spoiler des éléments de l'arc Hadès à venir. Qui était le précédent grand pop? Le grand pop assassiné par Saga était un chevalier d'or qui avait survécu à la précédente guerre sainte en compagnie de Doko. Cependant, la constellation qui lui correspondait reste inconnue. Voilà, on est dans la continuité de ce que j'ai dit précédemment. L'hypermythe ne spoile pas l'identité de Shion du bélier. Qu'est-ce que surveille Doko? La précédente guerre sainte exigea le sacrifice de nombreux chevaliers qui combattirent le mal qui menaçait la terre. Et sa conclusion fut l'emprisonnement par Athéna des esprits maléfiques. La tâche de surveiller les esprits maléfiques enfermés échut à l'un des survivants de cette guerre sainte, qui n'est autre que Doko. Les esprits maléfiques scellés sont certainement très puissants pour nécessiter la surveillance d'un chevalier d'une force telle
que la sienne. Alors là, l'hypermite nous spoil une information mise à jour dans l'épisode 6 de l'arc Hades ou dans le tome 19, le rôle de surveillance de Doko, la purification du sanctuaire. Donc là, nous arrivons à la fin de l'hypermite qui aborde la trame principale de Saint-Seiya. Afin de libérer le sanctuaire du mal qui le rongeait, Athéna, en la personne de Saori Kido, fit marche vers ce lieu en compagnie de 5 chevaliers de bronze qui parvinrent à le purifier. Les chevaliers d'or supposés défendent la justice. La chose la plus intéressante lors de cette purification du sanctuaire est que certains chevaliers d'or se sont rangés du côté du grand peuple en sachant pourtant qu'il était maléfique. Les chevaliers d'Athéna protègent la justice. Il est étrange que parmi ces chevaliers d'or, qui constituent l'élite de la hiérarchie des chevaliers, certains aient tenu des propos tels que la force et la justice. Qu'est-ce qui a bien pu semer les germes du mal dans leur cœur? Voilà pour le contenu de l'hypermythe qui représente la mythologie de Saint-Seiya. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous annonce que d'autres vidéos sur Saint-Seiya vont sortir prochainement, notamment l'énigme Zeus, comme j'ai pu vous l'annoncer en cours de vidéo, mais aussi les 88 chevaliers d'Athéna. En général, je sors une vidéo par semaine, mais ça peut être soit du Saint-Seiya, du Dragon Ball ou du Bleach. Pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.